Cette IC3 m'a surpris et un peu déçu. Sur le confort, rien à dire, ça reste une Citroën. Sur le comportement routier, rien à dire non plus. On aurait presque l'impression de rouler un véhicule thermique. Mais sur l'autonomie annoncée, on n'y est pas du tout. Et face à la déferlante de véhicules chinois, à presque 28 000 € la version la plus haut de gamme avec la plus grosse autonomie, je ne suis pas sûr que Citroën joue dans la même cour. Alors, on en parle? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez donc compris, on va vous présenter cette nouvelle Citroën IC3. Deux versions s'offrent à vous, l'autonomie confort et l'autonomie urbaine. Une batterie de 30 kWh pour la version urbaine et une batterie de 43 kWh pour la version confort. Les autonomies annoncées sur ces deux versions vont de 213 km pour la version urbaine et un peu plus de 313-320 km pour la version confort. Ça, c'est ce qu'on nous annonce en théorie. Dans les faits, et on en parlera dans le débriefing, c'est peut-être un petit peu autre chose. En tout cas, sur un cycle mixte WLTP, on n'y est pas vraiment. Mais on en parlera juste après. En revanche, cette IC3, dans sa version urbaine, vous avez deux déclinaisons de finition possibles. Elle est affichée à un prix extrêmement intéressant et c'est probablement là où Citroën fait la différence, puisque vous pouvez vous offrir cette IC3 pour un petit peu plus de 13 000 € en entrée de gamme avec toutes les offres, tous les bonus dont vous pouvez bénéficier. Elle vous est proposée à un peu plus de 13 000 €. C'est ce qui fait de cette petite citadine probablement l'électrique la mieux placée du marché. Bien souvent, je vous dis que l'autonomie n'est pas forcément un problème. Ce qui compte, c'est la capacité de recharge du véhicule. Et cette IC3, dans sa version urbaine, vous allez mettre 36 ou 38 minutes pour la recharger de 20 à 80% avec un chargeur 100 kW. Et ce sera 28 minutes pour la version confort avec la grande batterie de 44 kWh. Je rectifie, j'ai dit 43 tout à l'heure, c'est 44 kWh. Et 1 kWh là-dessus, je peux vous dire que ça peut faire la différence, surtout quand vous roulez avec 4% de batterie. Je vous le dis, ça a été testé et approuvé. On va donc vous donner toutes les caractéristiques techniques de cette IC3, à savoir la longueur, la largeur, la hauteur. On est à quasiment 1,81 m de largeur pour cette IC3, rétroviseur inclus, je le précise. En fait, je suis en train de m'apercevoir que dans ma fiche technique que j'ai eue grâce à mon ancien collègue, je n'ai pas noté les dimensions. C'était sur d'autres pages et j'ai squeezé. Donc, je vais vous les écrire en bas. La longueur, la largeur et la hauteur. Voilà, largeur, je le sais, c'est à peu près 1,81 m ou 83, rétroviseur inclus. C'est pas grave, à la place, on va vous donner les puissances. Que vous preniez la petite batterie ou la grande batterie, c'est 113 chevaux annoncé pour cette IC3 et 124 Nm de couple. Également, vous donnez le volume du coffre, la capacité de chargement du coffre sur cette IC3, c'est 328 litres. Alors vous allez me dire, c'est pas énorme, mais c'est un peu plus que certaines citadines. Donc finalement, elle est plutôt bien placée de ce côté-là. Puisqu'on est sur l'arrière, on va vous le dire, on a une capacité pour remorquer avec cette IC3. Mais alors attention, accrochez-vous. Parce que là, je suis sûr que je vais vous surprendre. Est-ce que vous savez combien on peut tracter avec cette IC3? Je vous le dis. Sur la version avec la batterie autonomie urbaine, à savoir 213 km annoncés, 30 kW de batterie, vous allez pouvoir tracter rien. Ce n'est pas homologué pour ça. En revanche, avec la batterie autonomie confort, on peut tracter, que ce soit freiné ou non freiné, c'est le même poids, et ça sera 550 kg. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est quand même mieux que rien, et vous avez raison. Puisqu'on est sur l'arrière, on va totalement changer le format. Et je vous propose qu'on fasse un petit tour du véhicule, mais en commençant par l'arrière cette fois-ci. Alors déjà, petite particularité, et on le voit sur l'ensemble de la nouveauté, de la nouvelle gamme de chez Citroën, ils ont récupéré l'ancien logo Citroën, qui a été un peu modernisé, il faut le dire, mais on a récupéré l'ancien chevron, puisque ça existait déjà il y a quand même très longtemps, entre-temps il a évolué, mais là c'est complètement la mode du rétro pour beaucoup de véhicules européens, et notamment de véhicules français, qui jouent énormément la carte de la nostalgie, et on le voit, du coup on a récupéré le logo Citroën d'il y a quand même quelques années en arrière, modernisé.
Moi, je le trouve quand même beaucoup plus sympa. Je vais pas vous mentir, j'ai eu l'occasion de travailler chez Citroën, donc j'ai eu l'occasion de voir quelques logos Citroën. Je vous cache pas que c'est presque celui que je préfère de tous ceux que j'ai pu connaître moi. Donc pour le coup, ça me va bien. Et on le voit, on a cette identité affirmée du chevron, puisque regardez, hein, au niveau de cette petite barre laquée comme ça, et ben en fait, on a plein finalement de chevrons dessinés comme ça tout du long. On a la même chose ici, hein. On a ici, hein, regardez, des chevrons dessinés tout du long comme ça dans cette partie basse du pare-choc. Alors ça, on n'est pas trop habitué nous hein, sur les bas de pare-choc à avoir des gros morceaux comme ça en plastique très souple. Hein, voilà, moi je vous avoue que sur l'ensemble des vidéos des voitures qu'on a pu vous présenter, globalement en général ici on a un peu de laqué, c'est un peu peint ou en tout cas les bandeaux sont beaucoup plus fins. Là, bon bah c'est complètement tout le bas du pare-choc qui est en plastique dur. Et bon, après c'est un peu souple. Pour le style, j'aime beaucoup ce petit béquet. Je trouve que c'est quand même très sympa, ça finit le toit. On a conservé par rapport aux anciennes versions de C3 ce petit bossage ici au niveau du toit. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais globalement on voit quand même que les formes ont quand même évolué sur cette C3 hein, qui était quand même beaucoup plus arrondie, beaucoup plus harmonieuse sur la première génération. On voit que depuis, bon bah on a eu un peu plus d'angle, on a un peu plus d'arêtes, c'est beaucoup moins rond, c'est un peu plus carré. Et d'ailleurs pourquoi? Parce qu'on joue encore une fois la carte rétro et pour ça, ça va se passer à l'avant du véhicule. On va aller vous montrer. Regardez au niveau des arches de roue. Et ben c'est toujours pareil. On a le chevron qui est dessiné, mais cette fois-ci, il est à l'envers, le chevron. Et puisqu'on arrive sur l'avant du véhicule, on va vous montrer quelque chose. Regardez, si on s'arrête un instant, on va avancer encore un petit peu. Si on s'arrête un instant, vous allez voir que le bloc avant, et qu'on regarde ce bloc, et ben finalement on a quelque chose d'assez rectangulaire, d'assez cossu comme ça hein, sur l'avant. Et ça nous fait penser à quoi? Et ben ça nous fait penser tout simplement, et je peux vous le mettre en incrustation, à une Méhari. Eh oui, et me dites pas le contraire, parce qu'effectivement, si on regarde là ce bloc rectangulaire comme ça, moi c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, à l'idée, dans la tête, lorsque j'ai pris le volant de cette voiture et lorsque je l'ai vu la première fois, c'est que je me suis dit, ah là là, on a essayé de moderniser un petit peu l'avant d'une Méhari. Alors bien sûr, j'exagère, hein, puisque c'est quand même assez différent, mais globalement, par rapport à ce que pouvait être la C3 auparavant, vous n'allez pas me dire le contraire, ça s'est quand même vachement grossi, mais on le voit, on a des petites touches par-ci par-là qui jouent cette carte rétro. Et encore une fois, on récupère la même bande laquée que l'on a sur l'arrière, avec les chevrons dessinés comme ça au milieu. En bas, au niveau de la grille de pare-choc, eh ben c'est pareil, on a les chevrons qui sont dessinés. Et d'ailleurs, puisqu'on est sur l'avant, je vous montre aussi quelque chose. On voit globalement quand même que à la base, cette C3, elle n'était pas forcément faite pour être électrifiée puisqu'elle est sortie en version thermique d'abord et ça se voit. On voit bien que le bloc avant, le pare-choc, par rapport aux autres véhicules électriques qu'on peut connaître, on a quelque chose de complètement différent et on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus axé véhicule thermique. Donc, on a quand même l'impression que cette voiture a été d'abord développée pour du thermique et puis finalement, on s'est dit, tiens, on va enlever le moteur thermique, on va mettre un bloc électrique et puis ça fera le job. Alors ça explique le comportement routier dont je vous parlerai dans le débriefing, mais bah, ça pose quelques problèmes sur l'aéro, qui du coup fait que l'autonomie n'est pas forcément là. On va donc vous montrer la capacité de chargement de ces 328 litres. Alors, ne cherchez pas de haillons électriques, il n'y en a pas sur cette IC3. Alors, je l'ai déjà dit, hein, sur d'autres véhicules qu'on a présentés, et des véhicules avec des prix beaucoup plus élevés, je trouve ça vraiment pas qualitatif du tout. Donc à un moment donné, les gars, va peut-être falloir l'enlever ça, parce que ça fait quand même vraiment années 80 quoi. Et moi j'ai vraiment du mal avec ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est là, on va pas se plaindre, tant pis. On va vous montrer un petit peu, on va approcher la caméra juste pour vous montrer l'intérieur du coffre, parce que par contre, on a 328 litres. Au premier abord, on pourrait se dire que c'est pas finalement énorme, donc on va approcher la caméra. Moi, je vais en profiter pour vous montrer un petit truc. Qu'est-ce que ça donne quand on baisse les dossiers? Parce que ça, pour le coup, c'est un petit problème, en tout cas à mon sens. Pourquoi? Parce que oui, on a de la profondeur de chargement. Mais le problème, c'est que du coup, on se retrouve avec un plancher totalement biscornu. Si on a besoin de charger, et ben vous regardez ici, là c'est complètement creux. Et là ici, et ben on a le dossier qui vient là. Donc ça peut poser problème selon ce que vous avez besoin de charger. Et ça, c'est quand même relativement dommage. On va vous montrer un petit peu.
Panneau de porte, on va monter à l'intérieur forcément. Regardez ça. Je vous montre très rapidement le panneau de porte. Ça, c'est un petit peu dommage. Pourquoi? Parce qu'effectivement, alors oui, sur l'entrée de gamme, à partir d'un peu plus de 13 000 euros, ça me choque beaucoup moins. Le souci, c'est que j'aurais aimé que Citroën fasse un effort entre la version à 13 000 euros et la version à 28 000 euros. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Et on se retrouve avec les mêmes panneaux de porte, qu'on paye 13 000 euros ou qu'on paye 28 000 euros, on se retrouve avec les mêmes panneaux de porte. Et ça, on est sur un panneau de porte, tout ce qu'il y a de plus classique, en plastique vraiment brut, vraiment dur. On a cette petite bande là qui est sympa, Be Happy. À l'avant, c'est Be Cool. Bon, bah, ok, les gars, mais à 28 000 euros, non, 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 je suis désolé, non, 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 non. Je vais m'asseoir, on va vous montrer un petit peu. Bon, déjà, alors c'est une citadine, hein, on va pas lui demander non plus d'avoir un angle d'ouverture de portière énorme. Déjà, on va voir au niveau de l'espace aux jambes. J'ai quand même relativement de la place. Je vous avoue que j'étais pas monté derrière avant le test. Je suis surpris, il faut le reconnaître. Je vais pas vous mentir, je suis surpris. Donc, on a quand même de l'espace pour les jambes, ça c'est plutôt pas mal. Après, voilà, ça reste du Citroën. On a une assise, oui certes, c'est du tissu, mais alors le rembourrage de la banquette, il est quand même assez exceptionnel. Je sais pas si ça vieillira très bien dans le temps, mais si ça vieillit bien dans le temps, ce serait vraiment top parce que oui, oui. Là, on a vraiment du confort à l'arrière. L'assise est très confortable. Le dossier est extrêmement confortable. Bon, pas d'accoudoir central, c'est dommage. On a de la connectivité à l'arrière hein, avec deux prises USB-C ici au niveau de la console centrale. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Des petites poches aumônières hein, de part et d'autre. Donc ça, c'est pareil, c'est quand même plutôt sympa. On va essayer de s'asseoir au milieu. Là, ça risque d'être problématique parce qu'on nous annonce quand même 5 places. Bon, globalement, sur l'assise, ça passe. J'empiète un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Mais je pense que ça passe quand même avec deux ados de part et d'autre, ça passe. En revanche, effectivement, l'espace au niveau des jambes est quand même compliqué, donc je serai obligé de mettre mes jambes de part et d'autre ici et là. Et d'ailleurs, on le voit, c'est dommage, c'est que le tapis n'est même pas assez grand pour la taille d'une paire de chaussures. Donc ça, pour le coup, c'est un peu dommage parce qu'on va salir la moquette, ça va s'incruster dans la moquette. J'aurais aimé que le tapis soit un peu plus profond et que ça puisse venir bien protéger. On va quand même pas être extrêmement dur. Faut le reconnaître, l'assise est confortable, on a un vrai confort et ça, c'est le savoir-faire Citroën. Là-dessus, on peut rien dire. Allez, on passe à l'avant. Je m'assois à l'avant pour vous montrer quand même, ce sera plus sympa. Alors, c'est une chose qui quand même m'a surpris. Je vous l'ai dit sur l'arrière lorsque je suis monté, la banquette est extrêmement confortable, mais c'est aussi la première impression que j'ai eue lorsque je suis monté dans la voiture et lorsque j'ai fait les premiers kilomètres, c'est que oui, on n'a pas des sièges en cuir, on n'a pas de pack électrique, etc. En revanche, faut le reconnaître, les sièges sont très très confortables. Donc c'est ce qui est un peu dommage en fait par rapport à l'autonomie, par rapport au fait que je taquine beaucoup la voiture, c'est qu'elle a quand même pas mal de très bons points qui peuvent vraiment faire la différence. Et le confort, les sièges en font partie. Alors au niveau de la console centrale, bon, on a du plastique un peu partout. Hein, vous le voyez, on a du plastique ici, on a du plastique là en partie haute. Ça c'est un peu dommage. On a du plastique en partie très très haute, hein, puisque tout le haut là, c'est du plastique, même pas moussé, hein, c'est du plastique vraiment standard. En revanche, on a ce petit revêtement qui a été mis ici. Ça, c'est plutôt sympa. Moi, le tableau de bord, globalement, je trouve quand même que cet esprit un peu rétro nous donne un mélange entre une 2 chevaux, une Méhari sur cette partie du tableau de bord. Petite particularité, ils ont été dessinés, voilà, finalement une traction, une 2 chevaux, une Méhari, comme vous pouvez le voir, et puis on a une petite Ami aussi également. Voilà, donc l'accent rétro, il a été joué jusqu'au bout. Donc je vous disais, on a une petite connectivité ici dans la planche de bord. On en a une ici. Je vous montre, tac, là. Derrière le petit rangement, on a une connectivité USB-C cachée là. Voilà. On a ici, avec le petit chevron, la charge à induction, que vous pouvez voir. Bon, le double porte-gobelet. Alors après, on a du revêtement noir laqué ici, donc ça c'est un peu quali, avec la commande de sélection de vitesse ici, hein, comme ça. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Les petits boutons physiques pour la gestion de la clim, hein, on a une climatisation très classique standard, hein, pas de bisone. Au niveau de l'écran, bon bah on vous le montre, hein, on se voit très bien dedans. Et là vous allez me dire, on n'a pas de combiné d'instruments. Bah si en fait, le combiné d'instruments il est caché dans le fond. Voilà, je vais mettre le contact pour vous montrer. On a ici caché du coup, le combiné d'instruments caché dans la planche de bord. Donc ça, j'ai trouvé ça très astucieux. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une visibilité assez lointaine, sans forcément avoir un affichage tête haute, hein, à proprement parler.
Et globalement, ça permet de réduire les coûts, mais d'avoir une bonne visibilité sur l'avant. Alors, au niveau des informations, on a l'autonomie de la batterie, la vitesse, et voilà, et puis le régulateur de vitesse. Mais globalement, pas énormément non plus d'instructions et d'informations. Tout se fera ici depuis cet écran central avec la radio, le téléphone, la navigation qu'on vous montrera en caméra embarquée pendant le débriefing. Bon, maintenant que je vous ai fait une rapide présentation de cette IC3, je vous propose tout simplement qu'on aille faire un tour. Je vais vous donner mon ressenti des kilomètres effectués pendant cette semaine. On est à un peu plus de 600 ou 700 kilomètres effectués. Donc, je vais pouvoir vous en parler. On est parti, je vous emmène donc faire un petit tour de cette IC3. Je vais vous faire le débriefing complet de la semaine d'utilisation. Au total, on aura donc parcouru pas loin de 750 km de cette très populaire voiture française. Mais je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, est-ce qu'aujourd'hui, on achète encore français par patriotisme, par réelle conviction? Je ne sais pas. Nous, en tout cas, on a testé cette IC3. Comme je vous l'ai dit, elle a été bluffante sur certains points, décevante sur d'autres, forcément. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus cubique, que j'ai un peu de mal à comprendre, parce qu'au niveau de l'aéro, c'est pas vraiment top, et ça se ressent sur les performances et la consommation de la voiture. Moi, je voudrais quand même souligner quelque chose, parce que j'ai vraiment le sentiment, au vu du comportement du véhicule, que Citroën a simplement électrifié une voiture qui, à la base, était thermique. Elle n'a pas été pensée pour l'électrique, j'en suis quasiment sûr. Alors, c'est pas très grave. Si on fait que de la petite route de campagne et de l'agglomération, ça pose pas réellement de problème. Mais voilà, dès qu'on sort un petit peu de tout ça, ça devient beaucoup plus compliqué. Les consommations attendues sont absolument pas respectées. On a des gros deltas de différence de consommation. Et pour cause, en général, moi, j'ai dû faire 2 trajets chez des clients à Paris. J'ai pu faire l'aller-retour. Mais 293 km annoncés au départ le matin. Et je suis rentré, il me restait entre 20 et 30 km d'autonomie, quoi. J'avais globalement 90 km aller, 90 km retour. Alors, je n'imagine même pas ceux qui vont essayer ou qui vont acheter cette IC3 avec la petite batterie, à savoir l'autonomie urbaine. Parlons quand même des choses qui vont bien sur cette C3. Et une chose qui va très bien, c'est le comportement routier. Cette voiture a été pensée pour du thermique. Donc, elle a un comportement routier qui est beaucoup plus fun, on va dire, dynamique. On a quelque chose d'un peu ferme, mais qui reste confortable. Et ça, c'est grâce aux sièges, parce que les sièges qui équipent cette C3 sont extrêmement confortables. Après, au niveau suspension, c'est un peu ferme. Mais on a un véhicule qui est assez joueur, qui est assez sympa à rouler. Et on reste finalement dans ce que Citroën sait faire de mieux, à savoir le confort. Une seule motorisation possible dans sa version électrique, 113 chevaux. Alors, on va pas se mentir là-dessus, pour faire de la petite route de campagne et de la ville, c'est largement suffisant. Vraiment largement suffisant. Maintenant, ça a été quand même assez bien géré. Pourquoi? Parce que souvent, sur les véhicules électriques, on a une puissance qui est assez instantanée. Et c'est vrai que pour faire de la ville, par exemple, c'est pas toujours agréable. Or là, on a quelque chose de très souple. On a une puissance qui est gérée de manière très souple. Et d'ailleurs, c'est tellement géré de manière souple qu'on a du mal à croire qu'on a 113 chevaux disponibles. Parce que quand on écrase la pédale, on n'a pas cet effet un petit peu coup de pied, un petit peu cet effet vraiment instantané de la motorisation électrique. C'est beaucoup plus souple et beaucoup plus linéaire que ce qu'on a pu tester par le passé sur des motorisations électriques. Ce bip, il est horrible, les gars, chez Citroën. Je sais pas, faites quelque chose. Il faut le changer. Mais heureusement, on a un petit raccourci, on appuie dessus, et pam, on n'a plus que l'alerte lumineuse, mais on n'a plus l'alerte sonore. Et ça soulage. D'ailleurs, chez Citroën, au niveau des bruits, ils sont très forts. Écoutez-moi le clignotant. Quand même particulier, non? J'ai revêtu mes petites lunettes, petite caméra pour vous montrer un petit peu cet espace du tableau de bord qu'on vous a rapidement présenté. Alors, c'est vrai qu'au niveau du design du tableau de bord, c'est quand même sympa, ça change un peu de ce qu'on peut trouver. Ce qui est dommage, c'est ça. Du plastique dur partout, partout, partout. On va se concentrer sur ça. Donc, le petit volant, regardez ça, avec la partie de la gestion ici pour le régulateur de vitesse.
Vous avez là la gestion des médias avec la commande vocale. Donc c'est assez simple. En revanche, on a quelques petits trucs qu'on va vous montrer. Sur le Komodo d'essuie-glace, vous pouvez le mettre en fonction auto, comme vous voyez. Donc ça s'affiche là-bas, sur le combiné d'instruments qui est vraiment très très loin. Mais vous ne pouvez pas gérer les vitesses automatiques. C'est-à-dire qu'il y a une fonction auto et c'est lui qui gère. Ensuite, au niveau du combiné d'instruments, de la lisibilité, vous voyez, on a l'information de vitesse, on a la lecture des panneaux, on a du coup notre trip A, un trip B, l'autonomie et on a aussi une petite fonction que je vais vous montrer là. Voilà, charge Eco Power. C'est juste pour vous aider à gérer votre puissance, à gérer finalement l'utilisation du véhicule de manière à essayer d'être le plus économe possible. Vous avez du coup le pourcentage de batterie restant. Donc là, on va utiliser le régulateur de vitesse. Donc ce n'est pas un régulateur adaptatif, j'insiste bien là-dessus, c'est un régulateur classique et on a un limiteur de vitesse. Donc pour ce faire, on appuie sur le petit bouton mode. Donc là, ça s'affiche en haut. Donc là, c'est le régulateur de vitesse avec la voiture. Et sinon, là, vous avez le limiteur. Donc là, on va remettre le régulateur. On va venir appuyer sur plus. Hop. Et on appuie ici pour monter la vitesse. Donc là, il est calibré à 80. C'est parfait. On dispose bien entendu de l'alerte de franchissement de ligne. Ici, désactivable. Vous avez le petit bouton là. Mais sinon, c'est vrai qu'en termes d'options, on est, je trouve, à mon sens, assez limité. Encore une fois, sur la version entre 13 et 14 000 euros, c'est parfaitement cohérent. Ça ne me pose aucun souci. Mais, j'insiste, j'aurais aimé que Citroën fasse un effort sur la version à 28 000 et qu'elle soit proposée avec plus d'équipements, plus d'options, de manière à réellement concurrencer les véhicules chinois et les autres véhicules européens qui sont proposés à des tarifs similaires, mais peut-être un peu mieux équipés. C'est vraiment dommage parce qu'elle a pas mal d'atouts pour faire du quotidien, mais encore une fois, au tarif où elle est proposée en version haut de gamme, j'ai un peu de mal à y croire. On en profite, on va vous montrer très rapidement. Écran central avec des fonctionnalités extrêmement simples. Vous avez le menu de réglage ici, c'est vraiment très facile à prendre en main. La navigation, là pour le coup, bon, on va pas se mentir, je suis pas sûr que quelqu'un utilise la navigation d'origine de cet écran. Vous avez la possibilité de connecter en Apple CarPlay, Android Auto. Donc à mon avis, on utilisera plus Maps, Waze, Google, etc. Enfin, ce que vous voulez, mais en tout cas, certainement pas cette navigation, probablement pas, que je trouve pas super en termes de design. Vous avez la connectivité du téléphone, la radio ici, vous pouvez choisir avec la radio, le DAB+, etc. Donc globalement, ça c'est plutôt pas mal. Et puis la maison, où vous avez le menu de navigation, le menu du téléphone et le menu de la radio, et vous pouvez aller sur le côté pour Android Auto, Apple CarPlay. Donc ça, c'est quand même relativement simple. C'est fonctionnel. Je pense, à l'heure du tout numérique, de tous les écrans, etc., que cet écran central, aussi simple soit-il, va plaire au plus grand nombre, ça c'est sûr. Concernant l'isolation de cette IC3, et c'est peut-être pour ça aussi que le chauffage n'est pas aussi performant qu'on l'aurait espéré, on a quelque chose qui est, j'ai envie de vous dire, au niveau de l'isolation, un poil limite, c'est-à-dire qu'on entend vachement les bruits à l'extérieur. Je vous avoue que moi, j'essaye de pas trop prêter attention, mais j'ai pu emmener quelques personnes dans cette IC3 et mon beau-frère m'a fait remarquer que elle était quand même relativement bruyante. Ce qui est assez paradoxal quand on sait que lui, pour son travail, roule dans un Mercedes Sprinter Ben, voilà, quand même, faut le savoir, ou alors un utilitaire MAN, pas dire que ce soit les véhicules les plus silencieux de la Terre. Il m'a fait remarquer, il m'a dit ouais, je trouve que pour une voiture, elle est quand même assez bruyante. Disons qu'on entend vachement les bruits extérieurs. La voiture en elle-même est pas bruyante, on n'a pas de bruit de roulement ou quoi que ce soit, là-dessus il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on entend vachement notre environnement extérieur. Et après j'ai prêté un peu attention et c'est vrai qu'il n'a pas tout à fait tort. Dans l'ensemble, ça reste un véhicule à usage plutôt citadin, c'est pas totalement incohérent, on va pas avoir du double vitrage, des panneaux de porte ultra feutrés, etc., etc. Donc on va faire une petite conclusion de cette IC3. Globalement, pour faire de la campagne, de la ville, des petits trajets quotidiens, on va dire entre 20 et 40 km par jour, ça suffit largement à condition de ne pas avoir besoin de faire de la grande route parce que l'autonomie, ça va être compliqué. En revanche, comme on a une charge sur la grosse batterie de 20 à 80% en 28 minutes, bon, globalement,
on peut s'en sortir. C'est vrai que c'est assez paradoxal parce que son confort et son comportement routier nous laissent à penser qu'on pourrait faire beaucoup de grands trajets. Et puis dans l'usage, pas de régule adaptatif, des panneaux de porte totalement en plastique, donc une isolation un peu moins qualitative, l'autonomie pas forcément respectée dès qu'on fait un peu de grande route. Bon, bah tout ça nous fait un vrai paradoxe entre ce qu'elle pourrait faire et ce qu'on va réellement en faire. Encore une fois, je trouve ça dommage parce que si elle avait été uniquement proposée dans sa version à 14 000 euros, bon, j'aurais crié au génie. Voilà, tout simplement. 14 000 euros, c'était la voiture électrique quasiment la mieux placée du marché, avec finalement la meilleure habitabilité, probablement le plus grand coffre et probablement une des autonomies les mieux placées. Mais le souci, c'est que dans sa version haut de gamme à 28 000 euros, bon, là, ça me chiffonne. Donc, on vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à partager, à nous dire en commentaire si vous avez aimé cette IC3, si vous avez acheté cette IC3. Et du coup, si vous avez des retours à nous faire, hein, on a de plus en plus de retours de personnes qui ont acheté les véhicules qu'on vous présente. Donc ça, c'est vraiment top de pouvoir échanger avec les propriétaires parce que y a des petites subtilités qu'on n'a pas forcément eu le temps de découvrir sur l'essai qu'on a pu faire. Et voilà, donc nous, on aime bien échanger avec la communauté. On aime bien pouvoir discuter, pouvoir partager. C'est vraiment ça, la fibre de la chaîne. Donc n'hésitez pas, commentez, partagez. On est là pour échanger dans la bienveillance et le respect. Donc nous, on vous laisse. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!